Personne ne te prépare au poids silencieux d'être ignoré. Il n'existe pas de manuel pour ce moment où tes mots tombent dans le vide et où l'absence de l'autre devient un mécanisme qui défie ta stabilité. Quand quelqu'un s'éloigne ou t'exclut, l'esprit s'active comme une machine implacable qui cherche des explications, fabrique des scénarios et multiplie le coût psychologique de chaque seconde d'attente. Il est inconfortable de le reconnaître, mais une grande partie de la douleur n'est pas réelle. C'est une fabrication interne, le résultat de laisser les autres contrôler ton équilibre. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient un entraînement pratique. Il ne s'agit pas de se durcir ni d'agir comme si rien n'importait, mais de choisir consciemment où tu mets ton attention et à quoi tu donnes du pouvoir. Tu peux tomber dans le piège de la réaction impulsive, répondre avec une fierté blessée ou céder à la tentation de chercher une validation là où il n'y en a plus. Mais tu peux aussi opter pour la discipline émotionnelle et la clarté. La véritable maîtrise n'est pas de résister à la douleur, mais de la comprendre et de l'utiliser comme filtre pour grandir. Tu n'es pas l'otage du silence des autres. Parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de force. Si tu veux apprendre à ne pas te perdre quand les autres s'éloignent, si tu cherches à ne plus négocier ta valeur avec les gestes des autres, c'est le moment d'ajuster tes mécanismes mentaux et de revendiquer le contrôle sur ta réaction. Le calme est une décision, la dignité, une habitude. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. Tu n'as aucun contrôle sur ce que fait l'autre personne, aucun. Arrête de te raconter le mensonge selon lequel si tu insistes, si tu demandes, si tu montres ce que tu ressens, tu pourras forcer une réaction, changer une absence, réécrire la fin d'une histoire. C'est le piège de l'impulsion. Sauter chaque fois que le vide te dérange, déclencher des réponses automatiques parce que tu as peur de te sentir ignoré ou déplacé. Mais voici la vérité inconfortable. Ton premier acte de faiblesse n'est pas que quelqu'un t'ignore, mais que tu te rendes à l'urgence de réagir sans réfléchir, de chercher une validation qui ne dépend pas de toi. Il est plus facile de blâmer l'autre, mais le véritable problème commence à l'instant où tu décides de ne pas être maître de ta réponse, mais esclave de tes émotions les plus basiques. Chaque fois que tu laisses cette impulsion prendre le contrôle, tu fabriques une dette émotionnelle envers toi-même. C'est une facture qui s'accumule. Tu te trahis pour soulager un malaise immédiat et le prix est ta paix mentale. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un s'éloigne. Tu te réduis lorsque tu remets ta dignité pour mendier de l'attention ou une explication. L'esprit conditionné cherche des sorties automatiques, bloquer, exiger, dramatiser, disparaître aussi juste pour faire semblant que cela ne t'affecte pas. Mais cette réaction ne résout rien, elle t'éloigne simplement de la véritable force. C'est comme si tu utilisais un filtre déformant. Tout ce que tu vois passe par le prisme de ton insécurité et de ton urgence. Le stoïcisme exige le contraire. Il exige que tu mettes un frein, que tu respires avant d'agir, que tu te souviennes de qui tu es et que tu laisses passer la première vague de douleur sans te laisser emporter. Il ne s'agit pas de geler tes émotions, mais d'entraîner ta capacité à décider de ton prochain mouvement avec un esprit clair, pas avec un cœur en flammes. Les gens vont et viennent, parfois sans prévenir. Ce n'est pas une attaque personnelle ni une épreuve de ta valeur. Tu dois arrêter de chercher des raisons externes pour justifier ta réaction interne. L'impulsion est confortable, elle te permet de décharger la tension en quelques secondes. Mais elle te condamne à vivre de manière réactive, à la merci de n'importe quel silence ou absence. Tu choisis ta réaction ou tu te contentes d'être une marionnette de tes états émotionnels. Il n'y a pas de juste milieu. N'attends pas que l'autocontrôle surgisse de nulle part. Il se forge à travers des décisions inconfortables, en te maintenant dans cet espace où l'incertitude brûle. Et pourtant, tu ne cours pas éteindre le feu avec des actes désespérés. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'envoyer ce message impulsif, de chercher une réaction rapide pour te sentir vivant à nouveau, souviens-toi de ceci. Ne pas répondre est aussi une réponse. Le silence peut être ton allié si tu l'utilises comme un espace pour retrouver ton centre, pas comme une punition ou une stratégie.
Maîtriser ta réaction est un acte de respect de soi, pas un jeu de pouvoir. La tranquillité ne vient pas du contrôle de l'autre, elle vient de ne pas te perdre lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tu choisis le calme ou tu choisis le chaos, jamais les deux. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui se renforce. N'attends pas que les autres changent pour trouver la paix. Choisis de répondre avec maturité, même si la situation ne le mérite pas. Tu n'as rien à prouver à celui qui s'en va. Tu dois te prouver à toi-même que ta valeur et ta dignité ne dépendent pas de la réaction d'un autre, mais de ta décision de ne pas te trahir. C'est ici que commence le véritable autocontrôle. Quand tu cesses d'être victime de ton impulsion et que tu décides d'être responsable de ta réaction. 2. Ta valeur ne dépend pas des autres. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone presque par réflexe, et là, c'est là, cette conversation qui n'avance pas, ce message qui reste sans réponse, cette absence qui pèse sur ta poitrine même si tu essaies de ne pas y prêter attention. Tu regardes l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, un signe qui te ramène la tranquillité, et l'esprit commence à s'emballer. Ai-je fait quelque chose de mal? Aurais-je dû dire autre chose? Pourquoi ne répond-il pas? C'est presque automatique, l'urgence d'interpréter le silence comme un jugement sur ta valeur apparaît. Et juste là, sans t'en rendre compte, tu commences à te donner à l'opinion d'un autre, remettant ton estime de soi au gré de ses messages, de ses délais et de ses décisions. L'esprit cherche des explications externes parce que rester avec sa propre insécurité est inconfortable. Mais cet inconfort est nécessaire. C'est le premier signe que tu mesures ton importance avec une règle qui n'a jamais été la tienne. Le piège réside dans le conditionnement. Nous croyons depuis des années que d'être aimé, recherché ou approuvé nous rend précieux. C'est un mécanisme appris, comme une programmation de fond qui ne se déclenche que lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore. Tout à coup, tout ce que tu croyais sur toi vacille parce qu'une personne a décidé de ne pas répondre. C'est l'erreur, confondre la réaction d'autrui avec un jugement sur ta dignité. La vraie valeur n'est pas une monnaie qui monte et descend selon qui reste ou qui s'en va. C'est une base interne, quelque chose qui ne doit pas dépendre du regard, du geste ou de la parole de quiconque. Lorsque tu remets ta sécurité entre les mains d'une autre personne, tu deviens otage de ses états d'âme, de ses priorités, de ses propres luttes invisibles. C'est là que commence le véritable épuisement. Tu deviens spectateur de ta vie, attendant la validation qui n'arrive jamais de manière stable. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur lorsque quelqu'un s'éloigne, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le vide laissé par l'absence n'est pas une dette que tu dois régler en changeant qui tu es ou ce que tu donnes. La pensée déformée veut te convaincre que si tu étais meilleur, si tu faisais plus, alors l'autre reviendrait, te chercherait, te validerait. C'est le mensonge qui fait le plus de mal, lier sa propre valeur à ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme enseigne à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et dans cette séparation se trouve le principe de la liberté émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un répond, mais tu peux décider de ne pas hypothéquer ton estime de soi en attendant une réaction. La perception de soi est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de changer pour plaire, de t'adapter au moule d'autrui par peur de perdre. C'est difficile, car cela va à l'encontre d'années d'habitude et de l'anxiété de te sentir invisible. Mais le véritable respect de soi se démontre dans les moments inconfortables, pas dans le confort de l'attention constante. Voici la ligne emblématique. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne voit pas ta valeur. Tu es moins quand tu l'oublies toi-même. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. La dignité ne se négocie pas avec des miettes d'attention, elle se protège, même quand personne ne regarde. Accepter que ta valeur est immuable, même si le monde l'ignore un moment, est un acte de force. Ce n'est pas de l'orgueil vide, ni une indifférence feinte, c'est la décision consciente de ne pas laisser le silence d'un autre fracturer ton autoconcept.
La prochaine fois que le vide te tentera de mendier un signe, souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se négocie pas, elle se maintient. C'est le principe pour commencer à vivre libre du chantage émotionnel de l'attente. 3. Arrêtez l'esprit avant de réagir. Je vais être honnête, l'esprit ne veut pas que vous vous arrêtiez. Il ne veut pas que vous observiez. Il veut sauter directement à la réaction, à la décharge, au soulagement immédiat. Je le sais parce que cela m'arrive aussi. Quand le silence de quelqu'un me fait mal, l'esprit fabrique en quelques secondes toute une série de scénarios et d'explications, chacun plus dramatique que le précédent. C'est inconfortable de reconnaître cela, mais il y a une partie de nous qui préfère agir avant de réfléchir, même si le prix est élevé. C'est le mécanisme automatique, ressentir une menace et chercher une sortie rapide, comme si se laisser emporter par l'impulsion était la seule option. Mais c'est là que vous commencez à perdre, car chaque réaction sans réflexion est une concession de pouvoir. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre personne, mais avec cette urgence interne qui exige une réponse immédiate, peu importe les conséquences. Si vous décomposez le processus, vous réalisez comment fonctionne le piège. Face au vide, l'esprit cherche un sens, et presque toujours, il le trouve contre vous. Vous pouvez sentir le poids de l'attente, l'anxiété qui monte comme une pression dans la poitrine, et la pensée s'accélère. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester immobile. Mais cette hâte est en réalité la peur de ce que vous pourriez découvrir si vous vous arrêtez. Il est plus facile d'agir que d'affronter le fait que vous n'avez pas le contrôle, que le silence n'est pas de votre faute, que l'absence ne définit pas votre valeur. Lorsque vous analysez ce qui se passe à ce moment critique entre ressentir la douleur et réagir, vous voyez que c'est là que se joue la marge de manœuvre la plus importante. L'espace entre le stimulus et la réponse est là où se joue la véritable bataille pour votre paix intérieure. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, ni de faire semblant que cela n'a pas d'importance, mais d'interrompre le cycle automatique de réaction. C'est un exercice mental, presque chirurgical. Remarquer l'impulsion, l'identifier, la remettre en question. Avez-vous vraiment besoin de répondre maintenant ? Ou pouvez-vous vous permettre quelques minutes ou quelques heures pour laisser la température redescendre ? C'est seulement là que vous commencez à retrouver votre capacité stratégique, car l'autocontrôle n'est pas un don, c'est une pratique délibérée. Chaque fois que vous choisissez d'attendre avant de répondre, chaque fois que vous respirez et retardez la réaction, vous renforcez le muscle de la volonté. L'esprit suggère que vous allez perdre quelque chose si vous n'agissez pas tout de suite, mais l'expérience montre le contraire. Ce que vous perdez réellement, c'est votre centre lorsque vous vous laissez emporter par l'urgence. La conséquence de ne pas vous arrêter est prévisible. Des messages dont vous vous repentez, des mots superflus, des décisions impulsives qui n'aggravent que le vide initial. En agissant sans pause, vous multipliez les dégâts et vous vous enchaînez à une narration dont il est difficile de sortir. En revanche, si vous restez un moment dans cet espace inconfortable, si vous supportez la pression de l'incertitude sans bouger, vous commencez à gagner en perspective. La clarté arrive lorsque l'émotion cesse de dicter vos mouvements et que vous pouvez observer la situation avec plus de distance. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne vous entraîne plus. L'autocontrôle se construit ainsi, en choisissant de ne pas répondre au premier appel du malaise. Ne réagissez pas, décidez. C'est la ligne qui sépare le chaos du calme. L'aspect pratique de cette stratégie est brutalement simple et difficile à la fois. Lorsque vous ressentez l'impulsion, arrêtez-vous. Comptez jusqu'à 10, sortez faire une promenade, changez d'environnement, faites n'importe quoi qui interrompe le cycle automatique. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la discipline émotionnelle. Chaque fois que vous réussissez ce petit frein, vous montrez à votre esprit qu'il ne commande pas seul, que vous avez le dernier mot. Le pouvoir réside dans cette marge, dans cet instant où vous pouvez choisir de ne pas agir. Celui qui maîtrise cette seconde maîtrise le résultat. La réaction rapide est presque toujours la réaction erronée.
C'est ainsi que se forge le caractère, dans les secondes où vous décidez d'attendre et de réfléchir avant de bouger. La clé est de comprendre que votre dignité ne dépend pas de la rapidité de votre réponse, mais de la qualité de votre décision. 4. Utilisez le silence pour grandir. Parfois, le silence ressemble à une pièce blanche et vide, sans fenêtre, sans horloge, juste vous et l'écho sourd de vos propres pensées. Il n'y a rien à regarder, sauf ce vide qui défie votre patience et expose l'inconfort de ne pas avoir de réponse. La tentation est de remplir cet espace à tout prix, avec des mots, avec des actions, avec des tentatives maladroites de forcer une réaction. Mais voici la leçon que personne ne veut entendre. Le silence n'est pas une cellule, c'est une salle de sport brutale pour l'esprit. Chaque seconde dans cet espace devient un poids invisible. Vous pouvez sentir la tension dans vos épaules, la pression dans votre poitrine, l'envie de fuir vers la réaction la plus facile. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de rester. Pas en attendant un signe salvateur, mais en utilisant cet espace pour vous regarder vous-même sans distraction, sans excuse. S'observer dans le silence est inconfortable car cela vous oblige à affronter ce que vous cachez normalement derrière le bruit. Vos insécurités, vos attentes non satisfaites, votre besoin de contrôle. Il y a un geste presque automatique chez la plupart. Regarder l'écran en espérant que quelque chose change, ajuster le téléphone entre les mains, faire des allers-retours dans la pièce, chercher n'importe quoi qui interrompe le vide. Mais si vous parvenez à tenir dans cet inconfort, vous commencez à écouter ce qui se passe vraiment en vous. Le silence est un miroir sans distorsion. Il n'y a pas de filtre ni de versions éditées, juste la matière première de vos émotions non traitées. Il vous oblige à reconnaître d'où vous agissez. Est-ce un besoin d'approbation, une peur de la solitude, une colère de vous sentir déplacé? La croissance se produit lorsque vous arrêtez de cacher ces sentiments et choisissez de les comprendre. Dans la pratique, utiliser le silence pour grandir signifie changer l'angle de la question. Il ne s'agit pas de « pourquoi ne répond-il pas ?» mais de « que puis-je découvrir ici que je ne veux pas voir ?» Le stoïcisme ne propose pas de devenir de pierre. Il vous demande d'utiliser l'absence de l'autre comme un espace fertile pour entraîner l'autocontrôle, pour renforcer le muscle de la patience, pour analyser vos schémas de réaction avec une honnêteté qui dérange. Chaque fois que vous supportez l'attente sans agir par impulsion, vous renforcez l'idée que vous ne dépendez pas de la validation externe pour vous sentir complet. C'est un travail interne, presque artisanal. Vous polissez les arêtes de votre caractère dans la friction de l'incertitude. Il y a un type de clarté qui n'arrive que lorsque vous cessez de saturer le moment avec vos tentatives de contrôle. Vous pouvez le voir dans des détails minimes. Le corps qui se détend après des minutes de tension. La respiration qui devient plus profonde lorsque vous décidez de ne pas envoyer ce message, le regard qui cesse de chercher à l'extérieur et commence à enregistrer ce que vous ressentez vraiment. Ce sont des gestes subtils, presque imperceptibles, mais ils marquent la différence entre vivre de manière réactive et vivre en contrôle. Profiter du silence n'est pas se résigner ni punir l'autre, c'est choisir la croissance plutôt que l'urgence, l'introspection plutôt que le désespoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. C'est la clé. Transformez le vide en un laboratoire pour vous connaître, pour affiner votre réponse, afin que la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, vous ne perdiez pas l'équilibre. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est la scène où votre véritable force est mise à l'épreuve. Acceptez l'inconfort et transformez-le en espace pour grandir. C'est ainsi que vous ne sortez pas blessé, mais plus fort qu'auparavant. 5. Investis ton énergie en toi-même. Arrête d'investir ton énergie dans ceux qui ont déjà décidé de ne pas investir en toi. C'est aussi simple que ça. La réalité est que chaque fois que tu consacres ton attention mentale à quelqu'un qui t'ignore, tu te voles toi-même. Ce n'est pas l'autre qui te prend quoi que ce soit, c'est toi, avec ton obsession, avec ton besoin d'être validé par une réaction extérieure qui te dépouille jour après jour.
Penses-tu vraiment que répéter les mêmes pensées, vérifier le chat en espérant un miracle ou imaginer des dizaines de scénarios va changer quelque chose? La seule chose que tu obtiens, c'est de t'appauvrir émotionnellement, de remplir ton esprit de déchets et de te fragiliser de l'intérieur. Il n'y a pas de dignité à attendre ce qui ne dépend pas de toi, juste de l'épuisement. Le stoïcisme te le crie au visage. Arrête de donner ta vie à l'indifférence d'un autre. Investir ton énergie en toi-même n'est pas un slogan vide, c'est une urgence psychologique. Plus tu passes de temps à ruminer l'absence de l'autre, moins tu as de force pour construire, pour grandir, pour réparer ce qui est sous ton contrôle. La compassion mal comprise est une autre piège. Tu te dis que ça fait mal parce que tu as beaucoup d'amour à donner, alors qu'en réalité, ce que tu as, c'est peur de te retrouver seul avec tes propres affaires. Il est plus facile de s'obséder pour l'autre que de faire face à ton propre vide. Mais ainsi, tu n'augmentes que ta dette intérieure, retardant le moment d'affronter ce qui compte vraiment. Que fais-tu pour toi-même? Personne ne viendra te sauver de ce trou d'autonégation. Soit tu prends les choses en main, soit tu restes piégé dans la misère de l'attente éternelle. L'énergie mentale est limitée. Chaque fois que tu la gaspilles en hypothèses, en suppositions ou en tentative de manipuler la réaction d'autrui, tu arrêtes de l'investir dans tes propres projets, dans ta santé, dans ta croissance. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui obtiennent le plus d'attention extérieure, mais ceux qui savent protéger leur concentration, blindent leur esprit des distractions toxiques et redirigent leur puissance vers ce qui peut vraiment se transformer. Je te le répète, car je ne veux pas que tu te trompes. Donner du pouvoir à l'absence de quelqu'un est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères rien en attendant. Tu perds seulement du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour devenir une version de toi qui ne dépend du regard de personne. As-tu du mal à te lever parce que tu attends toujours un message? Parfait. Voilà la preuve que tu dois changer d'investissement. Utilise cette même ténacité que tu dépenses à vérifier ton téléphone pour construire quelque chose de réel. Améliore ton corps, lis, apprends, organise ta vie, fais le travail inconfortable de te regarder à l'intérieur et de nettoyer les blessures que tu traînes. Chaque minute que tu choisis de te donner l'attention que tu mendiais à l'extérieur est un coup direct à la dépendance. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes. Personne ne valorisera ta présence si tu l'offres toi-même comme une remise à la première absence. Le stoïcisme n'est pas résignation, c'est action lucide. Il te rappelle que ce que tu sèmes dans ton esprit grandit. Et si tu ne sèmes que le manque, c'est tout ce que tu récolteras. Je te le dis sans fioriture, arrête d'attendre que la présence de quelqu'un te rende ce que tu ne peux construire qu'en cultivant ta propre valeur. Arrête d'utiliser ta douleur comme excuse pour rester dans la passivité. Investis ton énergie en toi, non par fierté, mais par survie. Celui qui se néglige en cherchant à l'extérieur se perd à l'intérieur. C'est la vérité que personne ne veut regarder en face. Ne te plains pas ensuite de la solitude si c'est toi qui as d'abord abandonné ta propre compagnie. Commence aujourd'hui, pas demain. Transforme l'obsession en discipline, le vide en construction. Personne ne va te remplir si tu continues à laisser des trous à l'intérieur de toi. La force ne se mendie pas, elle se cultive. Fais-toi ton meilleur investissement. 6. Réponds avec calme, pas avec fierté. Ne te méprends pas. Répondre avec fierté ne te rend pas fort. Cela te rend prisonnier de ton insécurité. La réaction hautaine, cet élan de rendre le coup, de prouver que tu n'as besoin de personne non plus, n'est qu'un masque maladroit pour ne pas faire face à la véritable blessure. La fierté déguisée en intégrité est en réalité de la peur. Peur d'être vu comme vulnérable. Peur d'accepter que le silence ou le mépris t'ont blessé. L'esprit veut te protéger et te vend l'idée que si tu réponds avec froideur ou indifférence, tu conserves le pouvoir. Mais ce que tu conserves, c'est le poids inutile d'une guerre intérieure. Parce qu'au fond, tu sais que cette attitude ne guérit rien. Elle ne fait que retarder la douleur et la transforme en ressentiment, une facture mentale qui, à long terme, finit toujours par te coûter cher.
Le mécanisme est simple et brutal. Face à l'absence, l'esprit cherche à restaurer l'équilibre et la première chose qu'il trouve est le faux soulagement de la fierté. Je ne suis pas affecté, je m'en fiche. Je vais prouver que je peux vivre sans cette personne. Mais cette narration n'est rien d'autre qu'une réaction défensive face à la peur d'être exposé. Quand le silence de l'autre te blesse, la fierté propose une sortie rapide. Répondre avec un commentaire cinglant, bloquer, ignorer ou effacer la conversation. Tu crois que cela te permet de reprendre le contrôle, mais en réalité, tu réaffirmes seulement ta dépendance émotionnelle, car ton action est toujours dictée par la blessure, pas par la clarté. Au lieu de résoudre le conflit intérieur, tu l'encapsules sous une couche de force apparente qui ne résiste pas au moindre questionnement. La fierté n'est que l'armure de la peur, et vivre derrière des armures t'empêche de guérir. Tu réponds avec calme lorsque tu décides de regarder en face ce que tu ressens, sans fuir ni cacher la douleur avec des attitudes vides. La sérénité n'est ni passivité ni résignation. C'est la conséquence de comprendre que ta réaction ne doit pas être un reflet automatique de la blessure, mais un choix délibéré depuis la maturité. Tu n'as pas besoin de prouver de la froideur ni de feindre la supériorité. Tu as besoin d'une honnêteté brutale avec toi-même. Pourquoi veux-tu répondre avec fierté? Parce que cela t'effraie de te montrer humain, parce que tu crois que céder la calme est perdre de la valeur. Mais la vérité est autre. Le calme n'est pas soumission, c'est un pouvoir réel. C'est la force de celui qui se connaît et décide de ne pas hypothéquer sa dignité pour gagner une bataille insignifiante dans un jeu de fierté. Le stoïcisme enseigne à briser le circuit de la fierté automatique. Lorsque tu détectes cet élan, tu as l'opportunité de désamorcer le mécanisme et de te demander « Cette réaction me construit-elle ou me fragmente-t-elle » Le calme est inconfortable au début, car il t'oblige à rester dans le lieu de la douleur sans anesthésie instantanée. Il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance externe, juste le travail silencieux de te soutenir, de ne pas céder à la tentation de répondre depuis l'ego blessé. Mais là, juste là, c'est là que se forge le caractère. Répondre avec calme est un acte de respect de soi. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de faire silence sur ce que tu ressens, mais de choisir le moment et la manière depuis la clarté, pas depuis le manque. La fierté t'enferme dans un cycle de réaction et de défense. Le calme te permet d'agir avec stratégie, avec une vision d'avenir, non seulement pour gagner une discussion, mais pour préserver ta santé mentale. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la fierté, tu brises le schéma qui te maintient lié au jeu des autres. Tu cesses de chercher la validation dans la réaction de l'autre et commences à construire une base interne de sécurité. Ce n'est pas facile, car cela implique de renoncer à la gratification immédiate de avoir le dernier mot et de supporter l'inconfort en silence. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Au final, répondre avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de maîtrise de soi. La fierté est bruyante, le calme est percutant. Celui qui répond avec sérénité prouve qu'il n'est plus à la merci des fluctuations émotionnelles de quiconque. C'est la véritable force, choisir la paix même lorsque l'esprit te pousse au conflit. 7. Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. Tu te surprends un moment à regarder l'écran de ton téléphone, le pouce hésitant entre deux options, bloquer cette personne qui t'ignore ou simplement la laisser partir sans plus. La conversation est toujours là, sans nouveau message, avec la tension accumulée après des jours d'absence. Tu sais que le blocage est tentant car il promet un soulagement instantané, une sensation de contrôle sur la situation. Mais si tu analyses en profondeur ce qui t'arrive, tu te rends compte que ce n'est pas un vrai contrôle, c'est juste un raccourci émotionnel pour masquer l'inconfort. L'acte de bloquer est souvent chargé de colère, de déception ou d'un mélange amer de fierté et de fatigue. Tu te vends l'idée que couper l'accès est une façon de te protéger, mais en réalité, tu renforces souvent le lien négatif, tu t'attaches encore plus à la narration de la douleur.
Le blocage physique est simple. Ce qui est difficile, ce qui coûte vraiment, c'est de lâcher prise en profondeur. Le mécanisme est clair. L'esprit cherche une solution rapide pour cesser de ressentir ce poids, ce vide inconfortable chaque fois que tu vois la conversation stagnante. Alors tu te lances dans le blocage, convaincu qu'en éliminant l'accès, tu élimines aussi la blessure. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la douleur ne s'efface pas avec un bouton. Car ce qui te blesse n'est pas la présence de l'autre dans ta liste de contacts, mais l'histoire que tu continues à alimenter dans ta tête. Le blocage devient un pansement, une réaction défensive qui te donne l'illusion d'avoir fermé un cycle. Alors qu'en réalité, tout ce que tu as fait, c'est mettre une porte fermée sur une pièce en désordre. Lâcher prise implique bien plus que d'éliminer un contact. Cela exige de faire face au travail intérieur, de laisser aller l'attente, le ressentiment et l'idée que l'on te doit quelque chose. Si tu approfondis, tu verras que le blocage résout presque jamais le véritable conflit. Il peut te donner un répit momentané, mais à long terme, si tu n'as pas lâché l'attachement émotionnel, la pensée continue de revenir. La blessure reste ouverte et le ressentiment se multiplie en silence. Lâcher prise, en revanche, est une décision stratégique beaucoup plus puissante. Cela ne signifie pas se résigner ni faire l'indifférent, mais cesser d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Lâcher prise, c'est accepter que l'autre a le droit de s'éloigner, de ne pas répondre, de vivre son processus, et que ta paix ne dépend pas de forcer une fermeture externe. C'est choisir de ne pas poursuivre ni punir, mais de te déplacer vers l'avant avec la dignité intacte. L'entraînement stoïque vise justement cela. Il ne te demande pas de supprimer, d'ignorer ou de bloquer par impulsion, mais de travailler en toi pour libérer l'espace mental que cette personne ou cette situation occupe. Il t'invite à interrompre le cycle de réaction, à te demander si agir par la colère ou la fierté te laisse vraiment en paix. La véritable libération se joue sur le terrain intérieur, quand tu peux voir le chat, te souvenir de l'histoire et pourtant te sentir calme parce que tu n'as plus besoin que l'autre personne confirme ta valeur. Lâcher prise est une discipline, pas une évasion. C'est décider de cesser de porter un poids inutile, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu en as besoin pour avancer. Au fond, bloquer est facile, lâcher prise est difficile. Mais seul l'un des deux chemins te libère. Fermer la porte n'est pas la même chose que de lâcher la charge. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence d'éliminer, arrête-toi et évalue. Cherches-tu à te protéger ou à éviter le travail de lâcher prise? Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. C'est la décision qui renforce ton caractère et te redonne le véritable contrôle. Le contrôle sur ton monde intérieur. 8. Avancer sans rester ancré dans le passé. Je vais le dire sans adoucir. Le moment le plus difficile n'est pas quand quelqu'un s'en va, mais quand vous réalisez que vous êtes toujours attaché à ce qui n'existe plus. C'est inconfortable de noter comment le corps réagit avant l'esprit, comment les doigts glissent encore et encore sur les vieilles photos dans la galerie, parcourant des messages comme si vous pouviez trouver un nouvel indice, un signe qui donnerait un sens à ce qui est déjà brisé. Il y a une fatigue particulière dans ce geste, un mélange de nostalgie et d'entêtement qui vous maintient en cercle, piégé dans des répétitions qui n'ajoutent plus rien. L'air pèse différemment quand vous vous accrochez au passé. La pièce semble plus petite, la poitrine se serre, et même le café perd de son goût parce que l'esprit est occupé par des souvenirs qui ne laissent pas de place à ce qui est devant vous. Je le sais parce que j'ai été dans ce piège, parce que j'ai ressenti le besoin presque physique de revenir en arrière, de retourner à ce moment où tout semblait avoir un sens. Mais c'est la paradoxe. Plus vous essayez de revivre ce qui est perdu, plus vous vous épuisez et moins d'énergie il vous reste pour avancer. Le passé a une force invisible qui s'accroche aux détails, aux petits objets, aux chansons qui jouent en fond, aux habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher. Chaque fois que vous revisitez ce qui était, vous établissez un circuit mental qui renforce l'idée que cela était mieux, que vous avez perdu quelque chose d'irremplaçable et que peut-être, si vous restez là, vous pourrez le récupérer.
Mais ce que vous tenez, c'est une image figée, une version de vous qui n'existe plus et une histoire qui ne se réécrit que dans votre tête. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres étrangères. Chaque souvenir non traité, chaque rancœur, chaque « et si j'avais fait cela différemment » ajoute du poids et vous empêche de bouger librement. Le véritable avancement commence lorsque vous avez le courage de lâcher ce fardeau, lorsque vous cessez de chercher des explications dans ce que vous ne pouvez pas changer et que vous vous concentrez sur ce qui est ici, en ce moment. Ce qui est pratique et brutal dans le stoïcisme, c'est qu'il ne vous permet pas de rester bloqué. Il vous oblige à regarder ce que vous avez et ce que vous pouvez faire maintenant, pas ce qui a déjà été. Avancer n'est pas un acte grandiose ni dramatique. C'est la somme de décisions minimales, de gestes quotidiens. Fermer la galerie, ranger l'objet qui vous attache, sortir, marcher différemment. Cesser de revoir des conversations qui n'existent que dans votre mémoire. Le corps le ressent d'abord, moins de tension dans les épaules, la respiration qui se libère, les mains qui enfin s'occupent de quelque chose de productif et cessent de trembler à la recherche de réponses. C'est là que commence la transformation. Quand vous choisissez de faire face au présent sans le filtre de ce que vous avez perdu. Quand vous osez construire à partir du point où vous vous trouvez réellement, pas depuis la nostalgie. Vous n'avez pas besoin d'effacer le passé ni de nier ce que vous avez ressenti, mais vous devez cesser d'alimenter la machinerie interne qui vous maintient en train de tourner au même endroit. Chaque minute que vous passez à revenir en arrière est une minute que vous perdez à construire quelque chose de nouveau, à découvrir une possibilité qui ne peut pas s'inscrire dans l'inertie d'hier. Le passé n'enseigne que si vous le lâchez. Si vous restez, il vous consume. C'est la ligne dure que personne ne veut accepter. La dignité se démontre aussi dans la capacité d'avancer sans regarder en arrière avec pitié ni avec colère, mais avec la certitude que votre histoire ne se termine pas dans la dernière absence. Choisissez de bouger, même si cela fait mal. Choisissez d'avancer, même si le corps demande à reculer. Parce que c'est seulement ainsi que le passé se transforme en expérience et non en prison. Et cela, croyez-moi, est le seul vrai chemin vers la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.